Voilà, vous pouvez applaudir Gilles Wrang qui va me rejoindre sur scène. Bienvenue Gilles, j'espère que vous avez apprécié ce tour de montagne russe cinématographique. Alors, asseyez-vous. On va parler évidemment de votre travail spécifique sur le film ici. Donc vous avez signé l'affiche et quelques-uns des visuels qu'on peut voir dans le film. Mais avant de se pencher sur ce travail particulier, j'aimerais qu'on apprenne un petit peu à vous connaître et puis que vous nous expliquiez un petit peu ce que vous avez étudié et comment vous avez fini par faire votre première affiche de film. Parce que c'est pas forcément ça que vous pensiez faire au début. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui vous a progressivement amené jusque-là ? Bon, j'ai toujours dessiné depuis très jeune. J'ai eu la chance que mes parents m'ont toujours poussé dans cette direction, me supportaient dans cette direction. Et alors j'ai fait les académies des beaux-arts quand j'avais même dès mes 7 ans, mercredi après-midi, des trucs comme ça. Après, mes parents, après la secondaire, la primaire, pardon, mes parents ne savaient pas, bon, c'est des gens très simples et ils ne connaissent pas le monde de artistique. Et ils ont dit où on va te mettre. Et il y avait la peinture à Courtrai où je suis né. Mais à un moment, je commençais à peindre des murs et je me demandais quand est-ce que j'allais faire de l'art. Et ce n'était pas la bonne école de peinture. Alors après ça, j'ai dû rester 3 ans là-bas. Après ça, j'ai fait du graphisme. J'étais à une école à Gand jusqu'à mes 18 ans. Après, j'ai venu à Bruxelles, à Saint-Lucas. J'ai commencé l'animation. J'ai fait ça 2 ans. Je me suis réalisé que j'allais peut-être tomber que je devais travailler dans un studio d'animation, que je n'avais pas envie de faire ça. Et après, j'ai fait la BD. À chaque fois, j'ai diminué les images au fur et à mesure. Et après, j'ai fait ça 2 ans aussi. J'ai même pas fini. En bref, je détestais l'école. C'était vraiment pas un truc pour moi. Et après, oui, après l'école, je ne savais pas quoi faire. Et j'ai tombé avec un ami. On a commencé à faire des sites. Assez fun, des trucs un peu plus avec des animations. Donc sur Internet, des sites Internet. Ouais. C'est ça, oui, des sites Internet, pardon. Mais j'étais pas très... Bon, je faisais juste ça pour gagner de l'argent parce que c'était pas mon pied non plus. C'était très limité. C'était en flash, tout était fait en ordi. Et la matière dessinée, ça me manquait. Et après ça, j'ai fait de la pub. Je suis tombé dans la pub, mais dessinée. C'était... disons que le monde de la pub, c'était pas vraiment mon truc non plus, mais on fait avec. Je ne vais pas dire qu'il y avait des chouettes projets, mais ouais, c'est surtout l'environnement qui ne me plaisait pas. Et à un moment, justement, mon collègue d'Offscreen, je programme aussi pour le festival Offscreen, connaissait Bruno et Hélène, et eux, ils cherchaient justement quelqu'un pour faire leur affiche pour Amer, le premier film, long métrage. Et là, il y a mon collègue qui disait, mais demande à Gilles, il fait nos affiches pour le festival. Et c'est là qu'on s'est introduit, quoi. Voilà. Donc, on revient un tout petit peu en arrière. Vous étiez programmateur pour Offscreen parce qu'il y avait aussi une cinéphilie. Enfin, je veux dire, vous dessiniez, le dessin était ce que vous vouliez faire, mais vous êtes aussi cinéphile et le cinéma avait aussi une place importante dans votre vie, j'imagine. Vous pouvez rapidement peut-être parler de ça, oui, de votre rapport au cinéma ? Depuis toujours, oui, j'étais vraiment... ça m'a toujours... dès très, 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 très jeune. Mais bien sûr, j'étais très limité parce que quand on est né à Courtrai, il y avait un cinéma... à 5 salles et c'était que des blockbusters. Alors c'était surtout la vidéothèque qui était ma nourriture cinématographique. Et oui, je passais mon temps là. Même mes parents,
au début, mes parents ne voulaient pas qu'on allait louer des films. Et j'allais louer derrière leur dos et je les regardais la nuit. Je me levais en douceur en douce et la sorte qu'il y avait des sous-titres parce que je ne pouvais pas mettre le son très fort. Mais oui, ça allait même très loin que des fois j'enregistrais les films en cassette audio, comme ça je peux les écouter en me promenant. Et oui, c'est vraiment... Mais ça s'est agrandi, bien sûr, quand j'ai venu à Bruxelles, il y avait encore un autre monde qui s'est ouvert pour moi. Ouais. Donc Offscreen, c'est le festival de films de genre. On voit bien comment ça peut rencontrer l'univers aussi cinématographique de Hélène Cattet et Bruno Forzani. Vous réalisez cette première affiche pour eux. À ce moment-là, est-ce que ça devient une évidence pour vous qu'en fait, c'était ça que vous aviez envie de faire ou que vous pouviez faire de votre talent et de votre art, c'est-à-dire des affiches de cinéma ? Non, je n'ai jamais pensé à faire ça. Je crois que c'était un art mort. Oui, non, jamais. Quand ils sont venus avec ce projet, je crois que ça a été juste ce projet-là, et voilà, fini. Et après, je retourne à la pub. mais non, c'était justement là que... En fait, le film a été sélectionné à le festival de Sitges, où il a eu un prix là-bas. Mais même, en fait, quand j'ai vu quand il se passait un truc, c'était tous les matins, je regarde mes nouvelles de cinéma. Et c'était un site à l'époque qui s'appelait Twitch, que maintenant que c'est Screen Anarchy maintenant. Et je voyais juste le poster de Amer, mais le film n'était même pas encore sorti en festival. Et je dis tiens, il parle du film, mais non, il parle carrément de mon affiche, qui est très rare. Normalement, ils font jamais ça. Ça me faisait plaisir, bien sûr. Et alors là, oui, je dis waouh, c'est chouette. Et oui, justement, après Sitges, Bruno m'a dit que les gens ils se battaient pour avoir l'affiche au mur. Il est déchiré au mur. Alors là, j'ai compris qu'il se passait tout de même quelque chose là. Parce que, alors, je sais pas si, peut-être qu'on peut voir l'affiche d'Amer, je sais pas si. Donc oui. La spécificité de vos affiches, c'est qu'elles sont peintes en fait. Donc c'est pas des photos de films en général, en tout cas. Ouais. Et c'est quelque chose qui se faisait plus vraiment depuis les années 60, 70. Oui. Je vous demande de répondre et d'être sur ordinateur en même temps, c'est compliqué. Donc vous avez dû voir l'affiche de Reflet dans un diamant mort dans le cinéma ici. L'affiche d'Amer, c'était déjà une affiche dessinée. L'étrange couleur des larmes de ton corps aussi. Les sépons et les cadavres. Ah, on peut le faire. Ça arrive. Ça arrive. Ouais. Ok. Donc les affiches dessinées, c'est quelque chose qui se faisait plus depuis les années... depuis 50 ans, quoi. Quasiment. Oui. Ouais. Je crois que dans les années 70, ça commençait à être plus en photo. Mais il y avait toujours un côté plus graphique que maintenant. Voilà. Donc ça, c'est votre première affiche. Oui, et c'est même pas peint. Maintenant, je le peins. Ça, c'est en crayon, en fait. Crayon et les couleurs, je fais en Photoshop. Parce que comme ça, il y a plus de liberté pour faire des différentes versions en couleurs. Mais, oui. Et quand vous rencontrez donc Hélène Cattet et Bruno Forzani à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vous disent juste? Voilà, on a fait ce film, viens le voir, on voudrait une affiche, qu'est-ce que tu nous proposes? Ou comment ça se passe, cette première rencontre avec eux? Ils sont venus assez tôt, avant le film qui sortait. J'ai vu une version, un work print qui n'était pas fini. Et bon, on appelle ça un giallo, un néo-giallo. Je connais les codes, je connaissais le genre de ce cinéma-là. Et ils m'ont juste dit une femme qui tombe dans l'abysse et il y a une grande main oui. C'était vraiment juste ça. Et après, j'ai commencé à faire des essais, des croquis. Et après, on commence, une fois qu'on est d'accord sur un visuel, là, on commence à travailler plus en détail là-dessus. Et aussi la typo. Et ouais, c'était assez... justement, je crois qu'on n'avait pas beaucoup de... Il ne devait pas beaucoup m'expliquer le genre, les codes. C'était assez fluide. Ouais. C'est assez organique. Donc, si je comprends bien, vous voyez le film et puis il vous donne un mini synopsis de l'affiche, quoi. C'est ça. Les éléments qu'eux, ils veulent. Ça m'aide aussi à aller dans une certaine direction, sinon on peut aller n'importe où.
Là, je me rappelle même plus, parce que même ça fait 2009, combien de versions j'avais fait, mais je crois qu'ils étaient tous à peu près dans cette même lignée-là. Ouais. Donc vous faites cette première affiche, et puis vous m'expliquiez tout à l'heure qu'en fait ça correspond aussi à un moment où il y a un marché du Blu-ray qui se développe, et tout à coup on vous demande aussi de faire des affiches pour des films qui eux sont des ressorties et pas des nouveaux films. Comment ça s'articule ce nouveau travail finalement pour vous? Oui, à ce temps-là, il y avait, je crois, le premier qui est venu, c'était Mondo Macabro. Ils sortent tous des films comme ça, des Giallo, des séries B, des films cultes. Après, il y avait Arrow Video d'Angleterre qui ont eu tout de même un plus grand catalogue. Oui, c'est un peu différent, bien sûr, parce que les films sont vieux. Il y a pas, je ne dois pas négocier avec les réals, c'est plutôt juste les personnes de la compagnie. Oui, ça commençait à... Après, il y a plusieurs compagnies qui sont venues et j'ai pu arrêter la pub et me concentrer là-dessus. Ça fait 16 ans que je fais que ça maintenant. Ouais. J'imagine que c'est deux versions différentes du travail, parce que quand on fait une affiche de cinéma, on est dans un moment de promotion du film, et donc il y a quand même certains impératifs de marketing, j'imagine. Alors que sur une ressortie Blu-ray, on est plus sur un travail pour les collectionneurs, peut-être. Est-ce que vous pouvez peut-être un petit peu parler de ce que ça a comme implication de faire un film qui va sortir en salle, dont il faut faire la promotion. Vous faites une œuvre d'art, mais qui doit faire la promotion d'une autre œuvre d'art. Comment ça se passe, cette rencontre ? Oui, moi je ne me préoccupe pas tellement avec le marketing. Moi je veux juste faire une belle affiche. C'est vraiment ça que je veux faire, et espérant que ça prend l'attention, que ça ramène les gens en salle. J'ai eu plusieurs fois des compliments des personnes qui ont dit on a vu le film grâce à vous, parce qu'on ne connaissait pas les réals. Ça fait toujours plaisir. Mais oui, moi je ne suis pas dans... les codes marketing, le pourcentage le titre doit être aussi grand que ça. Ici, bien sûr, on n'est pas dans des films avec Tom Cruise, que sûrement il faut aussi sa tête en grand. Mais oui, c'est... moi, je veux vraiment juste faire une belle affiche. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'on peut parler peut-être du travail sur ce film spécifiquement, Reflet dans un diamant mort? Quand est-ce que vous avez été contacté par Hélène et Bruno pour le faire? J'imagine que ça s'est passé un petit peu comme pour Amer, mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du processus sur ce film-là? Quel était leur synopsis peut-être? Enfin voilà, comment ça s'est passé? Là, c'était déjà la 4e fois qu'on travaillait ensemble. On avait déjà on se connaissait. Mais ici, c'était tout de même un peu différent, parce que normalement, ils viennent assez tôt, même 6 mois avant que la sortie du film. Mais ici, ce n'était pas le cas. Ils ont venu, c'était novembre dernier, et je devais le finir pour fin février. Parce que la pression, c'est la sélection à Berlin, j'imagine. Il faut être prêt. C'était ça. Mais là, oui, en fait, ils sont venus si tard parce qu'ils hésitaient de faire un poster dans cette tradition-là, parce que beaucoup de distributeurs dans des autres pays prennent une autre affiche où ils massacrent mon affiche. Et Bruno et Hélène, ils sont tout de même assez impliqués, et c'est beaucoup de boulot pour après être déçus et qu'ils ne prennent pas l'affiche. Mais là aussi, il y avait tout de même beaucoup plus de gens qui avaient un avis, et on devait les convaincre de tout de même continuer dans cette tradition-là. Et alors j'ai travaillé 2 semaines sur plein d'essais. Eux, ils viennent, comme d'habitude, ils ont quelques directions qui me disent, là c'était les yeux, ils veulent les yeux de Serpentique en grand, qui prend la plupart de l'affiche, le diamant et la silhouette de l'espion. C'était juste ça. C'était 3 éléments graphiques que vous pouviez travailler comme vous vouliez. C'est ça, oui. Et après, je fais des essais. J'ai tout de suite eu tout de même, parce que j'aime bien que ça pète. Alors je dis, il faut des éclats. J'aime bien, ici, il y a aussi beaucoup des réflexions. Là, j'avais aussi vu le film, cette fois-ci en une bonne projection, en grand, pas sur un petit laptop screener. Et
ça m'a tout de suite inspiré. Et, ah oui, pardon, j'ai oublié qu'ils avaient dit aussi le gant doit tenir, mais il est un peu derrière le titre. Le gant qu'il y avait déjà dans Amer. Oui, ça c'est ouais. Et Amer, il y a aussi dans, en fait, il y a même le précédent. Ils aiment beaucoup les gants. Oui, ils aiment bien Laisser bronzer. ouais. Ouais. Bah, c'est un peu un des codes des giallo. Et là, on commence on commence à faire des différentes versions. Bruno et Hélène, ils viennent, je crois qu'ils ont en total, ils ont venu 6 fois. Normalement, je ne vois jamais mes clients, ou c'est juste par Internet. Et oui, surtout même impliqués très, très fort. Et après, on commence, parce que tous les éléments que je fais, c'est en calque. On peut bouger, tout, même tous les éclats de verre. On peut les bouger. Et ça, le dessin original, enfin, je veux dire, le projet original, c'est dessiné ou c'est peint ou c'est... Oui, tout est, c'est peint en noir et blanc. Et après, je travaille en Photoshop en couleur. Et si, bon, bien sûr, tu as l'élément diamant qui est beaucoup plus stylisé. Là, ça, c'est en Illustrator. Et après, combination de Photoshop. J'ai une grande base de données d'effets avec le temps. Et oui, tous les éclats. Mais après, je prends beaucoup d'éléments d'Internet et après, je les retravaille, je les redessine. Tous les éclats de verre, c'est fait à la main. C'était énormément de boulot. Je vois que vous avez des exemples, des propositions, des affiches. Bon, c'est pas tout, ils ne sont pas tous finis. Ça, oui. Donc on retrouve la silhouette, le diamant, le masque. Voilà. S'il n'y a pas encore le gant. Mais oui, ça fait un peu plus giallo, peut-être. Ça, c'est un peu une variation avec des déchirures. Celui-là, j'aimais bien aussi, mais ça faisait un peu peur. Ça faisait plus horreur, en fait. Ça, c'était une de mes préférées, mais la tête de mort... ouais. Donc là, il y a quand même des réticences ou une sorte d'autocensure en se disant oui, alors est-ce que le film va pouvoir rencontrer autant le public s'il y a cette énergie-là qui se... Oui, c'est ça qu'on se disait. Oui, même Bruno et Hélène, ils aimaient bien, mais c'est une tête de mort. Ça fait toujours... je crois que les distributeurs, ils n'aiment pas les têtes de mort. Oui, ça c'est... ouais. J'en ai fait plein d'autres, mais c'est une sélection, ouais. Et j'imagine que c'est à la fois un luxe de travailler avec eux parce qu'il y a une vraie liberté artistique. En même temps, c'est quand même leur 4e long métrage qui est en sélection à Berlin, etc. Donc même eux, j'imagine qu'il faut enfin, il y a peut-être une pression un peu plus forte des vendeurs ou des gens qui vont mettre en marché le film. Oui, mais là, je l'ai senti avec celui-là qu'il y avait plus de pression. Mais je crois vraiment à la fin que tout le monde était content. Les échos, ils étaient vraiment bien. Et oui, c'était mission accomplie. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent intervenir, qui ont un commentaire, une question ou envie de partager quelque chose? La première question, c'est toujours la plus compliquée. Mais sinon, moi, j'ai d'autres questions. Si personne ne veut s'exprimer tout de suite, je continue. Mais donc, avec Hélène et Bruno, vous avez fait 4 films, donc vous avez l'habitude de travailler ensemble, etc. Comment ça se passe en général avec d'autres cinéastes que vous ne connaissez pas forcément encore? Comment ça se passe la première rencontre? Quelles sont les intentions? Comment ça se déploie dans le temps, votre travail sur une affiche? Pardon, je peux répondre. Prenons d'autres cinéastes que Hélène et Bruno, parce que vous commencez à les connaître très bien, mais si un nouveau ou une nouvelle cinéaste vous contacte aujourd'hui, vous pouvez je sais que vous avez plein d'exemples, mais comment ça se passe, une première rencontre? Une première rencontre, c'est, par exemple ici, je montre un exemple, c'était le court-métrage de Laetitia Casta, qu'on connaît en tant qu'actrice et modèle. Oui, en fait, ici, c'était une très bonne collaboration. Pas que j'ai une mauvaise collaboration avec Bruno et Hélène, mais il y avait une sorte de confiance. Et ils viennent vers moi parce qu'ils aiment bien mon travail et ils me donnent cette liberté. Et là, oui, j'ai visionné le film. Elle n'a même pas donné c'était vraiment... j'ai fait quelques... Ça, c'est des exemples, des croquis élaborés.
Quelques différentes versions. Et après, elle a fait un choix et c'était celui-là. Et la seule truc qu'elle m'a dit, c'est faire les lèvres un peu plus rouges. C'était la seule remarque que j'ai eue. Voilà. Donc là, on est vraiment sur une cinéaste qui appelle à un artiste et qui a une entière confiance dans sa vision artistique et qui lui remet le projet entre les mains, quoi, finalement. Oui, c'est pas toujours le cas, mais bon, je fais pas beaucoup d'affiches pour des nouveaux films, c'est surtout des vieux films qui sont des réassorts pour des Blu-ray. Mais par exemple ici, attendez, je vais montrer si je le trouve. Ah oui, ici. Par exemple ici, c'était un drame en fait. Avec Ramsey, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les drames. Mais là, oui, en fait, là, j'avais le réel n'était carrément pas impliqué. C'était plutôt la prod qui eux, ils étaient assez satisfaits. J'avais fait plusieurs versions. C'est une deuxième version. Mais le réel n'aimait pas du tout. Et le réel a pris ça. On est sur un autre univers. C'est pas le même film, en fait. C'est pas le même film. Je crois que si j'aurais fait ça à l'école, j'aurais pas passé. Mais même le fond, ça n'a rien à voir avec le film. C'est pas un truc avec du pétrole, ça n'a rien à voir. Je ne comprends pas du tout. Donc clairement, le réalisateur n'avait pas la même histoire à raconter que c'est son producteur, du coup, finalement. Oui, cette fois-ci, oui. J'ai jamais eu d'explication pourquoi, en fait. Voilà. Mais bon, ils m'ont payé. On peut pas dire ça pour tout le monde. Donc c'est mieux avec des cinéastes morts, on en conclut, c'est ça? Il vaut mieux pas d'ego, cinéaste mort, là on peut y aller. Voilà, c'est ça, ouais. Oui, bon, il y a toujours des... Je vais te montrer, ça c'était une chouette anecdote avec celui-là. C'est le premier film de Catherine Bigelow qu'on connaît de Point Break. Mais elle a co-réalisé avec Monty Montgomery. Et il faut savoir, Monty Montgomery, c'est le cow-boy dans Mulholland Drive. Qui est un drôle de caractère, mais apparemment en vraie vie aussi. Lui, par politesse, ils ont demandé son avis. Et c'était avec la boîte Arrow Video. Alors il y a mon contact. Moi, je n'ai jamais directement contact avec lui, mais juste la personne de Arrow. Et Monty Montgomery avait envoyé quinzaine d'exemples, mais vraiment bien fait, vraiment professionnellement fait. Il y avait des bonnes idées même, et il m'avait envoyé ça pour inspiration. C'était sympa, c'est bien. Et alors, il me l'a envoyé, je l'ai même utilisé quelques éléments, quelques idées. Mais apparemment, il était fâché sur le monsieur de Arrow Video parce qu'il a dit qu'est-ce que tu as fait? Tu as envoyé ce PDF à l'artiste? Il dit ben oui, c'est lui qui le fait. Ah non, tu devrais expliquer les 15 exemples. On mêle, je ne sais pas comment, mais il dit mais comment on peut expliquer ça? Il était gêné, quoi. Je ne comprends pas pourquoi, mais bon, après ils sont un peu engueulés, mais bon, voilà, je le fais quand même. Ici, attendez. Bon, j'ai pas beaucoup de nouveaux films, mais celui-là, c'était un chouette projet. Bon, c'est du auto-censuré parce que vous allez comprendre tout de suite. C'était un film, c'est un film assez récent qui vient de sortir, qui fait le parcours maintenant des festivals. Mais bon, il y a un élément des nazis, oui. Et on s'est dit pourtant le swastika c'est assez un élément assez bien pour faire un truc graphiquement intéressant, mais oui. Mais j'imagine que ça passe pas sur Internet, par exemple. C'est ça qu'on s'est dit. En fait, le film ne peut pas avoir de vie sur les réseaux, par exemple. Oui, c'est ça. Après, j'ai essayé ça, mais bon, c'est tout de même encore. Oui, c'était. Et là, c'était uniquement graphiquement. Il n'y avait pas d'acteur. Il y avait juste dit il faut un tuyau avec un œil. Et mais après, bon, on s'est auto-censuré. Sinon, on ne pourrait jamais faire de la pub. Ouais, un projet. Bon, la typo, ça reste un peu une référence. Petit côté Reich, comme ça, Troisième Reich. Ouais. Et après, c'est le produit fini. Ah oui.
Donc là, on voit que vous avez fait beaucoup de versions en fait de cette affiche. Ouais. C'est quoi justement le processus sur une affiche? J'imagine que ça dépend de l'ampleur du film, du budget, ce genre de choses. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel temps vous passez sur une affiche et quelle forme ça prend? Ça dépend vraiment. Bon, pour Bruno et Hélène, je travaille toujours le plus longtemps. Le dernier, c'était Amers, c'était encore raisonnable. Après, c'était de plus en plus et jusqu'au c'était environ un mois que j'ai travaillé là-dessus. Celui-là, peut-être une semaine, oui. Mais oui, il y en a qui sont. Attendez, peut-être que je peux montrer le processus. Ici, on voit un peu. C'était le précédent. Ça, c'est le film précédent, oui. Laisser bronzer les cadavres. Ouais, c'était un peu les références là des westerns, mais ils voulaient pas que c'est trop western non plus. Et après, on commence à chercher des éléments qui pourraient inspirer. Et après, il y a les références. En fait, c'est toujours le même gant que j'ai chez moi, qui est aussi d'Amer. J'ai carrément dû acheter un jouet, un fusil. Et après, pour les positions, quoi, pour le modèle. Oui, bah, je prends les modèles qui sont tout près de chez moi. Alors. Et après, là, on voit qu'il y a tout de même eu plusieurs versions. Et ça, c'est un travail que vous faites systématiquement, de faire une sorte de mood board avant de faire la création, ou là, c'est vraiment spécifiquement pour ce projet parce que... Oui, plus pour eux, mais ça, oui, c'est... parce qu'ici, il y a tout de même des éléments que je dois faire des recherches et que je sais, oui, je dois en fait beaucoup dessiner des choses que je n'ai jamais dessinées auparavant. Alors il faut toujours aussi je suis assez obsédé par les matières, des textures, le cuir, ça doit vraiment être le cuir, quoi. Mais oui, je crois qu'une bonne préparation, ça aide. Ouais. Oui, là on retrouve le fameux gant, mais aussi les reflets finalement qui sont déjà là. Sur l'affiche, quoi, je veux dire, il y a déjà les reflets comme du diamant quasiment. Oui, oui, Bruno voulait le soleil, c'était important. Donc c'est une adaptation d'un livre qui est paru à la Série Noire, et on retrouve, j'imagine, dans la typo aussi. Oui, c'était une idée de eux aussi, oui. Ouais, les déchirures, en fait, même les déchirures, c'est vraiment, je vraiment déchirer des éléments, j'ai scanné. Et je me rappelle que Bruno n'était pas là, Hélène était à côté, bouge un peu ça, monte, descend. Et rien n'est au hasard, quoi. C'est vraiment voulu. Mais attendez, je vais essayer de. Par contre, ça reste ma préférée, celle-là. Là, ils ont dit, on veut une déesse bleue avec des cheveux blancs et elle tient le tueur en main qui est tout petit. Et j'ai parti de là, quoi. Oui, pour ceux qui n'ont pas vu le film, ça se passe dans des maisons Art Nouveau très spécifiques. Enfin, les maisons Art Nouveau ont un rôle très important dans le film aussi, ce qu'on retrouve dans le. Ouais, je me suis un peu inspiré des œuvres de Mouka, Moucha, je ne sais pas comment on le prononce. Ça aussi, parfois je fais des affiches pour moi-même. J'étais très frustré avec un client et alors j'ai fait ça pour moi-même. Il n'y avait pas d'influence, c'était juste... Et justement, est-ce que vous parliez de... oui, je ne sais pas si on dit Moucha ou Mouka. Moi, Mouka. Donc ça, c'est une référence dans la peinture, mais est-ce que vous avez des références d'affichistes? Enfin, je ne sais pas si vous employez ce terme d'affichiste d'ailleurs, mais est-ce que vous avez des références je suis assez fan de Saul Bass, qui a fait aussi beaucoup les intros de Hitchcock. Mais oui, moi, je suis plus inspiré par les dessinateurs de pub des années 50, qu'on voyait aussi dans la série Mad Men dans cette époque, et aussi les illustrateurs de mode de Vogue dans les années 50. Mais oui, il y a Saul Bass, mais ouais, il y a bien sûr, il y a comment il s'appelle, qui fait les affiches pour Spielberg, aussi peint Indiana Jones, et j'ai oublié son nom. Merci. Mais oui, je trouve que c'est plutôt nostalgique, mais je ne suis pas directement influencé ou inspiré. Il y a aussi des compagnies qui sont... Bon, ce n'est pas des compagnies, c'est des fans qui ils ont un drôle de système. Ils licencent
les droits d'un film. Et après, ils demandent à leur... parce qu'ils ont, c'est une sorte de communauté en ligne. Et ils demandent quel film qu'ils veulent et quel artiste. Et après, ils payent en fait la somme pour l'artiste qui peut faire. Et là, il y a une liberté. Et c'est le résultat. C'est une de mes préférées. Et après, ils font une sérigraphie, vraiment très bonne qualité. Ouais, c'est vraiment très bien. Ici, ça, c'est un exemple que j'aime bien faire quand ils n'ont pas de budget. On doit être un peu inventif et il y a juste le portrait. Ça, j'ai fait en une journée ce dessin-là. J'ai tout de même chipoté un peu, mais c'est ouais, limite, ça peut aussi aider à trouver des chouettes idées, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir ou réagir ? Moi, j'ai encore donc j'ai une autre question, toujours pour revenir à l'affiche de Reflet dans un diamant mort. Donc nous, on la voit dans son format d'affiche, mais quand vous la faites, j'imagine que vous savez que ça va être décliné dans d'autres formats. Est-ce que vous prenez part à ça, à la déclinaison sur un format abribus, par exemple, ou ce genre de choses ? Est-ce que vous y pensez quand vous faites l'affiche, ou comment ça se passe, toute cette utilisation après du design original ? Non, je pense vraiment pas au format. Except, oui, quand je fais un Blu-ray, bien sûr, le Blu-ray, ça reste plus ou moins ce format-là. Ici, je fais plus attention aux détails parce que je sais que ça va être imprimé très grand et il faut pas, parce que des fois, il y a des petites fautes, des petits trucs qu'on voit pas en petit, mais oui, il faut tout de même plus d'attention. Mais non, je fais pas attention si c'est beau aussi quand c'est tout petit parce que sinon, ça finit pas là. Je ne sais pas si je pourrais encore... Ah oui, peut-être les affiches du film même. Parce que c'était tout de même une première que les affiches dans le film... Oui, donc dans le film, vous avez vu qu'il y a beaucoup de matériel graphique, il y a les BD, il y a les films, etc. Et donc il y a quelques affiches. Et là, ils vous ont appelé pendant le tournage, avant le tournage alors pour... Ouais. Je peux nous expliquer peut-être ce qu'ils vous ont demandé ? Oui, je crois que c'était déjà commencé même au tournage, mais ils avaient juste expliqué un peu la situation, le John, l'autre John, et une astronaute qui n'était pas dans le film, ils m'ont laissé une liberté. Et voilà, oui, c'est amusant parce que c'est marrant de voir ton affiche dans le film. Cette fois-ci, il y a un rôle, carrément un rôle. C'est vous qui avez écrit le film en plus. S'il n'y avait pas d'astronaute, c'est vous qui avez décidé qu'il y avait une astronaute dans ce film ? Non, c'est ça, ils ont dit une astronaute, okay. Mais j'ai pu choisir, c'était pas un personnage dans le film. Et ici, c'est Andrea Cantan. C'est un peu oui, on s'est un peu amusé avec les noms. Ça, c'est des amis en fait. Attends, il y a encore une ici. Elle est où ? Ah, non, pardon. Ah, mais ça, vous pouvez peut-être expliquer le travail sur les DVD aussi, sur les Blu-ray ? Oui, parce que bien sûr, il n'y a pas que la couverture. Des fois, ils font un coffret un peu luxe. Ici, il y a plusieurs films. C'était, je crois, que les 3 premiers films de Hellraiser. Et il y avait tout à l'intérieur, j'ai tout créé, même les disques. C'était un boulot assez élaboré. Mais c'est très chouette, parce que là, ça va plus loin. On essaye de... C'est comme... quand ils achètent, ils ouvrent le paquet, ça doit continuer. Et puis c'est en 3D, du coup. C'est ça, ouais. Mais là, quand on rentre de ce genre de cinéma... attends, je vais peut-être montrer l'affiche... voilà. Les fans de ces films-là, ils sont assez extrêmes. Alors, j'ai fait une petite faute. C'était les 3 premiers films. Alors, moi, je voulais un truc assez serein de Pinhead, le personnage. Je cherche une photo référence, mais apparemment, c'était du 4 qui n'est pas dans le coffret. Et apparemment, il y a un clou en moins. Et ils ont carrément vu, et ils m'ont engueulé, quoi. C'est hallucinant.
Oui, parce qu'en fait, quand vous travaillez sur les DVD ou les Blu-ray, vous vous adressez plutôt à des collectionneurs, quoi, des gens vraiment spécialisés finalement dans la matière que vous allez traiter. Même quoi. la compagnie ils étaient vraiment sérieux. Moi, je rigolais et ils disaient non, mais il faut faire attention la prochaine fois. Et je dis mais quoi, je dois compter les clous, ça va. Mais oui, attendez, j'ai une petite. Je sais pas si elle est dedans. Allez, je trouve pas. Ah, ici, pour montrer c'est moi quand j'avais 16 ans, avec qui était là pendant des années au mur. Alors c'était très chouette des années plus tard de faire la pochette. À part le clou. Ouais, voilà. Il y a aussi ici, ça c'était assez particulier parce que j'avais jamais fait de comédie et c'était vraiment très chouette. En fait, j'avais fait 2 versions et ils ne savaient pas choisir. Alors ils nous ont dit on va les sortir tous les deux. Et voilà. J'aime vraiment pas dessiner les voitures, mais comme vous voyez, je suis assez obsédé par. Il faut quand c'est de métal, on doit sentir le métal. Alors je mets tout de même un boulot. En parlant des têtes, parce que moi j'aime pas des affiches avec toutes des têtes des acteurs. C'est le seul truc que ça explique, c'est tous ces acteurs sont dans le film. Mais j'ai fait une exception pour celui-là parce que il y a des monstres et je voulais tout de même. Je crois qu'il y a une centaine de monstres dans le film, je ne pouvais pas tous les mettre, mais j'ai fait une sélection. Mais ça c'était fun. Et en plus, c'est des films que je suis assez nostalgique avec quand j'étais jeune et il y a un petit côté. C'est très émotionnel quand je l'ai fait en fait. Et ici, je suis assez fan de Cronenberg. Et quand ils m'ont demandé de travailler sur... j'ai fait 3 films de lui. Mais par exemple, ici, il y a une influence du distributeur. Il voulait la typo originale du film, du poster original. Et j'étais un peu déçu parce que j'ai tout de même mis du travail. C'était des boutons de typo, une ancienne typo, une machine à typer. Et donc là, c'est une réédition DVD de 3 des films. Et donc là, le brief, c'est juste on ressort les 3 films en DVD, on aime bien votre travail, on a juste une exigence, c'est la typo. Ouais. C'est ça. Oui, c'était après ça. Mais bon, ça. Oui, c'était assez. Je fais celui-là aussi. Mais là, j'ai une liberté totale. Ils m'ont rien. Attends, j'ai aussi peut-être un ici. Oh, pardon. Oui, je travaille avec Mac, je ne sais pas bien. Oui. Où je l'ai mis. Ici. Ça, c'est aussi le coffret pour. Alors, tu as la couverture. Quand tu l'ouvres, il y a ça. Ça, c'était les courts-métrages. Et là, j'ai pris une image qui n'a rien à voir avec les films, mais qui pouvait, un peu dans l'atmosphère de ces courts-métrages. Mais c'est très amusant parce qu'on rentre carrément dans son univers et on essaye de trouver des éléments. Ça, c'est des westerns. Mais ça, c'est pas facile parce que c'est des coffrets avec plusieurs films. Il y a 4 films et il faut prendre un peu un essentiel. C'est tout de même. J'aime moins de faire ça, mais j'essaie tout de même de faire un truc chouette. Voilà. Et alors, vous avez aussi... donc là, c'est tout le travail sur les DVD qui est très riche et qui, en plus, permet de travailler plusieurs dimensions. Et alors, récemment, vous avez aussi fait l'affiche de Merckx. Donc un documentaire belge sur Eddy Merckx, évidemment. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce travail, peut-être? Parce qu'en plus, là, c'est un documentaire, mais en même temps, c'est un biopic. Enfin, voilà, c'est un peu particulier comme brief. Oui, j'avais en fait pas l'idée de l'ampleur de ce film. Bon, je suis pas le fan de cyclisme, mais bon, je connais Merckx, bien sûr. Et quand ils sont venus, j'étais assez enthousiaste de faire un documentaire. Mais j'aime bien les couvertures de Sports Illustrated, le magazine de sport en Amérique. Mais avant, c'était aussi dessiné, un super artiste. Et je voulais un peu rester dans cette atmosphère-là. Ici, ils ont tout de même dit un petit scénario comme ça, parce que c'était le documentaire parle tout de même d'une certaine époque de Merckx. Il a aussi les fans qui ont été
un peu contre. Il y avait des gens qui étaient un peu contre lui. C'est pour ça qu'ici, le public, ça reste dans le fond un peu noir, peut-être menaçant, on pourrait dire. Et aussi les coureurs derrière, c'est des coureurs c'était un peu ses rivales dans cette période-là. Ils m'ont dit juste les noms parce que je connaissais pas du tout. Et après, on a commencé à... Parce que moi je pensais à Tour de France, j'avais mis les couleurs français, mais ils disent non, pas les couleurs françaises. C'est belge, c'est héroïque, c'est l'adversité. Enfin voilà, il y a toute une histoire dans l'affiche, évidemment. Oui, je voulais faire aussi un... Bon, il fait une grimace d'effort, mais c'était aussi justement pour un peu montrer son état d'âme, l'état d'esprit dans cette époque-là. Mais oui, c'était... Au début, il y avait tout de même beaucoup de gens qui avaient leur avis, que je disais, ça va pas aller, il faut rester minimum, sinon on ne peut pas satisfaire tout le monde et c'est pas productif, quoi. Et là, ça a été après. Est-ce que c'est particulier parce que le film est sorti au cinéma, mais il passait aussi à la télé, je crois, plus ou moins en version plus courte, etc. Est-ce que quand ça multiplie les interlocuteurs comme ça, c'est compliqué pour vous? C'était qui, par exemple, vos interlocuteurs sur le film? Est-ce que ça reste les réalisateurs ou est-ce que vous devez traiter avec producteurs, distributeurs? Ici, oui. En fait, j'avais des réunions Zoom et au début, il y a les deux réals et un producteur, il y avait trois. Et chaque fois qu'on faisait, il y avait plus de gens, plus de cases. Et à un moment, je dis, je ne savais pas qui c'était. Mais en fait, oui, ils ont... Par contre, j'ai fait beaucoup de versions de celui-là. Mais oui, une fois qu'on a été d'accord, ça a été assez vite après. Oui, juste un peu Moi, j'aurais voulu encore faire plus de lignes de dynamisme, de vitesse. Mais ils ont un peu demandé de diminuer ça. Mais je peux... Ça va. Des fois, il faut faire des compromis. Voilà. Alors, je pense qu'il y a une séance après nous. Moi, j'ai encore une question pour vous, mais peut-être que quelqu'un a envie quand même de réagir maintenant qu'on arrive au bout. Moi, je voudrais vous demander, je ne vous ai pas demandé au début, mais comment est-ce que vous définiriez votre travail d'affichiste, à la fois peut-être techniquement, et puis aussi de façon plus émotionnelle peut-être Il y a toujours un côté technique, bien sûr, mais j'essaye, je mets beaucoup d'émotions dedans. J'essaye de tout de même mettre ma marque, mais en même temps, je trouve que j'ai pas vraiment un style. Des fois, je m'adapte, mais ça vient tout seul. Des fois, c'est pas, c'est toujours aussi différent par projet. Mais oui, je veux vraiment, même je fais des affiches de films que je déteste le film, mais même à ça, je vais tout de même essayer de faire un truc chouette parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien le film et c'est tout de même important. Oui, même les plus petits budgets, j'essaye de toujours faire un truc avec cœur. Voilà. Alors j'ai une dernière question pour vous. Est-ce qu'on vous a déjà donné un conseil qui vous a été particulièrement utile dans ce travail, ou est-ce que vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de se lancer dans ce métier, même si j'ai l'impression qu'il faut rencontrer les bonnes personnes, etc. Mais voilà, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des gens qui débuteraient dans le métier? Ne le fais pas. Oui, en fait, j'ai dû répondre à un questionnaire pour un magazine et en fait, j'étais assez négatif sur ces trucs-là, mais j'étais en dedans. Et après, mais c'est très difficile d'être parce que c'est pas facile. Et maintenant, on est dans aussi les temps changent. Dans le cinéma, il y a le streaming et je vois aussi dans les 16 ans, le média physique commence à, je ne veux pas dire disparaître, hein, mais ça reste pour un groupe niche, pour les collectionneurs. Mais j'espère quand même que ça va rester parce que c'est important. C'est important. Ouais. Donc en fait, oui, le DVD a été vraiment une ouverture pour faire ce métier-là et sa disparition. Et sur les plateformes, il n'y a pas vraiment de travail soigné d'affiches. Pourtant, il y a Netflix, parce que je connais des collègues qui ont fait des trucs pour Netflix, mais on les voit quand tu cliques sur le... Ouais, parfois, ils font des pubs aussi en rue, mais c'est beaucoup moins... Peut-être, je crois qu'en Amérique, il y en a plus qu'ici, mais ici, il fait que pour les grands blockbusters. Mais oui, ça change. Bon.
C'est rare qu'on nous dise ne fais pas ce métier, mais heureusement que personne ne vous a dit de ne pas le faire, sinon on n'aurait pas eu les affiches. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre passion, travail. C'était passionnant de voir tout ça. Le film est sorti hier dans les salles belges, et notamment ici au Palace, donc parlez-en autour de vous. C'est super important pour sa vie dans la salle. Demain, il fait encore beau, mais samedi, il pleut, donc tout le monde peut revenir au cinéma. Ça va être magnifique. Merci beaucoup, et la prochaine masterclass aura lieu le jeudi 5 juin avec Caroline Tambour, qui est assistante de réalisation de Luc et Jean-Pierre Dardenne, et vous pourrez découvrir Jeune Mère, leur nouveau film. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Plaisir.